de Windows. Et bonjour, je m'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux excellents compagnons. En plus de le retrouver dans son blog sur nimitopia.fr, il tient les rubriques Actualité et Sorties de la semaine. Salut le Tux. Bonsoir. Il est passionné de Linux, il en fait des vidéos sur sa chaîne YouTube, Steve C513V3, et je te le redemande à chaque fois, mais quand vas-tu vraiment lâcher Windows? Salut Steve. C'est en cours. Dès que je sors de ma Batcave et que j'arrive, je passe sous Linux, définitivement. Et j'ai une question, quand est-ce que tu passes à la V4? Merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres Linux informatiques et projets numériques au travers d'informations et de billets et d'échanges. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr. Et dans ce numéro, on aura le billet de Steve, l'actualité, un dossier, vous verrez, ça parlera un petit peu de jeu, mais un tout petit peu. Merci à Enrique de Webbeat Music pour le générique. Et retrouvez-nous sur le salon Matrix Librement Linux. Bonsoir, nous sommes le dimanche 18 février et il est 20h42 et 24 secondes. C'est très précis ce soir. Dans le précédent numéro de Librement Linux, j'ai fait une petite modification dans le montage. En fait, j'ai évité de couper les blancs parce qu'a priori, on m'avait fait une réflexion comme quoi les blancs étaient un petit peu trop coupés violemment. Donc, dans le précédent épisode, l'épisode dure un peu plus d'1 heure parce que j'ai laissé les blancs. Je crois qu'il y en a qui sont endormis en milieu. J'ai eu des retours comme quoi il y a eu des somnolences. Donc il va falloir aller un peu plus vite les gars. Non, comment allez-vous? Ça va? Oui, mais en fait, j'attendais que Jérémy réponde. Pardon, excuse-moi. On est très poussif aujourd'hui aussi. Ça va être dur. J'avoue, oui, c'est le premier week-end des vacances, mais ça s'est fait désirer. Hein. Ça s'est fait vraiment désirer. Bon, très bien, on va enchaîner tout de suite sur le billet de Steve. Et d'ailleurs, il va nous parler... Non, c'est une blague. Non, mais oh. Il est où Facebook? Quoi? Il est où Facebook? DTC, bien évidemment. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Oui, enfin, au cas où, si vous vouliez savoir ce que ça voulait dire DTC, hein. Non, allez, c'est bon, next. Bon, alors je précise avant de commencer ce biais d'humeur, c'est qu'en fait, c'est bien l'intégralité de ce biais d'humeur n'est tout simplement rien d'autre qu'une inspiration d'un chroniqueur qui se trouve dans le quotidien que je trouvais excellent à la base. Donc, eh bien, je l'ai remanié un tout petit peu à la sauce Made in Steve. Donc, ceux qui reconnaîtront un petit peu la patte de Yann Marguet, c'est un peu logique, mais ça reste quand même de la touche Special Touch Steve. Voilà, donc ça vous a certainement pas tous, ça vous a tous certainement échappé, mais c'était l'anniversaire de Facebook il y a quelques semaines, et je suis certain qu'en plus de ça, vous avez tous reçu sa notification du style « Bon anniversaire, Facebook, 20 ans !» Non, personne. Sérieusement, il y a eu des notifications de ce genre? Non, mais en même temps... je ne sais pas parce que j'ai pas ouvert mon compte Facebook depuis un certain temps, donc je peux pas te dire. Eh ben justement, merci de m'avoir enchaîné sur la phrase suivante qui était oui, en même temps, vous n'allez plus sur Facebook. Enfin, si, moi personnellement, je vais encore sur Facebook une fois de temps en temps pour aller voir le profil de mon amour d'enfance qui m'a accepté comme ami depuis 2012 et aujourd'hui, bien, jubile de la voir en train de... Je jubile de voir qu'elle a pris quand même cher, la sacrée Gwendoline, avec ses Wigos, sa photo de couverture devant la caravane qu'elle avait louée au Flot Bleu, avec le petit dernier qu'ils ont appelé Norris pour faire la paire avec celui qui précède qui s'appelle Chuck. Ouais. Enfin voilà, ouais. Qu'est-ce qu'elle m'a brisé le cœur, celle-là. Voilà. Ouais, bon. Sandrine, ça s'appelait, c'est ça. Gwendoline. Parce que bon, en même temps, oui, si vous n'avez plus sur Facebook, c'est un peu logique parce que si on remonte dans vos photos de profil à vous, il y a 3 photos, vous étiez un gilet jaune, le poing levé avec Power to the People. 3 photos encore avant, vous étiez Charlie. Et 3 photos encore avant, eh bien, il se trouvait que vous aviez des cheveux. Mais une de ces têtes de cul, franchement, vous aussi, vous avez quand même pris sacrément cher, aussi cher que la Gwendoline d'ailleurs, finalement. Il faut dire qu'en quelques années, eh bien, le Facebook, il a bien changé, Les statuts punchy et percutantes sont remplacées par des citations célèbres du philosophe Leonardo de Vinci, qui s'est inscrit d'ailleurs il y a quelques jours. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais dire Leonardo DiCaprio.
Et d'ailleurs, en commentaire de sa citation typique, on a toujours juste en dessous un petit commentaire du style « Ah, elle est très bonne celle-là, je te la pique, hein !» Ou alors, nous avons aussi des photos qui datent du siècle dernier, avec des rues délabrées, des voitures retournées en feu, avec une légende qui était du style, par exemple « C'était mieux avant, hein !» En fait, on savait faire les manifs, nous. No comment. Ah non mais carrément. C'est ça. Ou alors on a droit maintenant à 25 clichés de Jacqueline et de Gérard qui sont au restaurant. Et en fait, c'est qu'ils en ont fait des folies. Hein. Ces gens-là, justement, avec leurs amis qui s'appellent Brigitte et Robert. Une photo avec l'apéro, une autre photo avec l'entrée. Ah, tiens, encore une autre photo. C'est un autre apéro. Oh, et celle-là, qu'est-ce qu'on a rigolé sur cette photo. Hein. Ça, c'est quand Jacqueline a lâché une caisse devant le serveur. Ah, qu'est-ce qu'on a ri. Quant à votre mur, il ne sert plus qu'à une seule personne, c'est-à-dire Marguerite de la Conta, qui vous lâche un Happy You avec 2 ballons une fois l'an pour votre anniversaire. Sacrée Marguerite, hein, si discrète, mais en vérité, elle vous aime en secret. Ah, bon, en même temps, c'est un peu logique, elle veut pas non plus éveiller trop les soupçons. Hein. Mais en vérité, figurez-vous que Facebook est jeune. Mais il est vieux aussi. Hein. Bon, en fait, c'est un peu comme la femme de votre président, là. Vous savez, la jeune, là. Ah, non, on me dit à l'oreillette qu'elle est pas si jeune que ça, finalement. Rappelez-vous, à l'époque, en plus, on poquait dans tous les sens. Hein. On se croyait même dans un club échangiste présidé par Weinstein. Vous pouviez écrire n'importe quoi. Genre, par exemple, j'ai mangé une pomme. Et les gens, ils likaient, hein. Ils aimaient. Non, mais vous vous rendez compte, tu manges une pomme et tout le monde trouvait ça génial. Enfin... On avait même un statut en situation amoureuse qui était « c'est compliqué ». Bref, si une meuf en plus de ça vous demandait « mais qu'est-ce qui se passe ?» et qu'on n'y répondait pas, en vérité on pouvait franchement être des bonnes grosses merdes parce qu'à l'époque on pouvait vraiment ignorer tout le monde sans scrupule. Hein. Voilà, ça c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on découvrait aussi le Zuck, l'opportuniste, ou le génie au même titre que ses potes Elon, Jeff ou Papy Trump. Il était si mignon d'ailleurs avec ses petites têtes de cul de premier de classe post-adolescent. Hein. Avant tous ces procès, bien évidemment. Hein. Dans une interview à l'époque, il disait d'ailleurs « Et là, je dois parler en anglais ?» Non, tu le fais en français, c'est très très bien. Alors, vas-y, je commence. Hein. Quand on a commencé, on espérait 400 à 500 utilisateurs. Harvard n'avait pas de structure de fichiers comme le nôtre, hein, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. J'ai essayé de faire. Maintenant, on a plusieurs milliers d'utilisateurs. Alors, la question, qu'est-ce qu'on fera ensuite? Ouais, c'est comme ça qu'ils rigolent en anglais. Ah ouais, ça, pas mal ta traduction en tout cas. Oui, merci. Enfin, je sais pas Marc, hein, mais à vrai dire, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, tu vas peut-être finir par connaître tous nos goûts, nos désirs les plus profonds et vendre tout ça à prix d'or. Connard, va. Enfin, il y a 20 ans plus tard, cette société Meta pèse 1200 milliards de dollars. Ouais, je répète quand même au cas où vous n'avez pas compris, 1200 milliards de dollars. Et des milliers d'entreprises connaissent, par exemple, la taille des préservatifs que je dois acheter, ma profonde aversion pour la langue de bœuf, Et en plus de ça, ils savent que maintenant, ma star de porno préférée des années 90, c'est-à-dire 90, et qui me fait fantasmer, c'est Ron Jeremy. Et je vais vous laisser aller voir sur internet pour voir de qui il s'agit, vous comprendrez tout de suite. Et j'entends derrière qu'il est en train de tapoter au clavier pour checker c'est qui Tu viens de m'éclater là. Bref, je n'ai plus de secret un peu le moustache. Ouais. Belle grosse big moustache en effet, oui. Tout ça parce que finalement, moi j'ai cédé à la séduisante mondialisation de moi-même sur le grand livre des fans. Putain 20 ans les gars 20 ans d'ego, 20 ans de photos et 20 ans à donner mon avis alors qu'on s'en bat les reins 20 ans d'algorithme, 20 ans avec la photo de profil de Jacqueline, puis cette même photo dans un cadre, il est marqué Merry Christmas dessus, et puis alors il y a la même photo avec Joyeux Saint-Valentin qui est par-dessus écrit sur celle de Merry Christmas. Et puis, il y a une autre photo ajoutée, et cette fois-ci, c'est celle du soutien pour le cancer du foie. Et pour finir, il y a celle d'un avatar qui lui ressemble même pas de toute façon. Enfin bref, ça n'a plus aucun sens. Alors, est-ce que le monstre
perde son succès. Enfin, du moins, je l'espère, quand je posais la question. Eh ben non, en fait, finalement, parce qu'avec 3,5 milliards d'utilisateurs, eh bien, Facebook est toujours le réseau social le plus utilisé au monde et gagne encore chaque jour des nouveaux abonnés. Alors, malgré le fait qu'on ait Instagram qui soit réservé aux influenceurs, TikTok qui soit réservé aux ados attardés, LinkedIn qui est réservé aux mythos travailleurs, Twitter aux claqués du bulbe, ben Facebook, lui, ça reste le réseau pour les gouverner tous. Ouais. Voilà. Ouais. Tu trouves qu'il y a un changement dans Facebook ? Tu trouves quoi d'ailleurs dans Facebook ? Moi, c'est ma vitrine, rien d'autre. En fait, je t'avoue, franchement, Facebook, ça restera. De toute façon, c'est une merde immonde, je peux pas le nier. Maintenant, moi, elle me sert juste à une seule chose, c'est ma vitrine, parce que c'est vrai que j'avais quand même amassé quand même pas mal de connaissances depuis que je m'y suis inscrit il y a une dizaine d'années. Et donc, sur le coup, oui, j'utilise un peu ce Facebook pour pouvoir justement propager la bonne parole avec ma chaîne Steve. Mais il y a que ça, parce que pour le reste, vraiment, j'ai pas d'autre moyen de pouvoir propager mes infos, mes liens, mes nouvelles, et puis voilà quoi. Voilà. Ouais. Quand j'en entends parler autour de moi, Facebook, c'est plutôt dire tiens, j'ai vu cette news sur Facebook. Et ça, ça me fait peur. Et ça me fait très peur. Ouais, t'as vu, il y a ça et je l'ai vu sur Facebook. Ouf. Ouais. Tu vois, moi j'ai vu la même chose sur TikTok, tu vois. J'ai vu que les gens cherchaient à trouver des informations, comme par exemple on pourrait utiliser le moteur de recherche Google pour trouver des infos. Eh bien les gens font pareil maintenant avec TikTok. Enfin, tu vas me dire maintenant ils le font peut-être avec tout et n'importe quoi, du moment qu'en fin de compte il y a une information, qu'elle soit vraie ou fausse, ils s'en battent un peu les reins, ils la prennent et puis c'est tout, quoi, tu vois. Mais voilà quoi, voilà. Bref, n'allez pas sur Facebook, les gars, et n'inscrivez pas vos enfants dessus, s'il vous plaît, par pitié. Évitez ça. Merci. Bisous. Et toi, le truc, c'était sur Facebook ou pas alors ? Non. Eh ben, il nous aura quittés. Non, mais le Tux, il a peut-être coupé son micro. Ah, bon. Oui, ça y est. Bon, écoute, je suis revenu, j'ai trouvé le bouton on. Il a trouvé le bouton on off, super. T'as trouvé la notice sur Facebook ? C'est ça, je parlais devant un micro qui était muté. Je disais, attention, quand vous partagez et donnez les photos de vos enfants sur Facebook, avez-vous demandé leur consentement ? Même s'ils ont 6 mois ? On partage pas les enfants d'un enfant de 6 mois. Ah si, moi je partage avec le prêtre, avec les... Bon, on va enchaîner sur l'actualité, si vous voulez bien. Si on se ramasse pas quelque chose là dans les prochaines semaines, je comprends pas, les gars. Attends, non, mais je sais plus où j'ai entendu à la radio, sûrement, mais il est avéré que dans les réseaux pédocriminels, les photos qui circulaient dans le dark web et sur les ordinateurs des gens qui étaient dans ce milieu-là, venaient des photos, des profils Facebook notamment, où tu sais quand la maman prend en photo son gosse qui est dans la piscine, voilà, en maillot de bain, etc. Ben voilà, c'est ça qui tourne dans les réseaux pédocriminels. Ça m'étonne pas. Voilà. Ça m'étonne pas. Donc il faudrait également punir les mères parce qu'elles ont participé à ce réseau-là, franchement. Non, mais après, sérieusement, la question du consentement des enfants à voir sa vie exposée depuis le plus jeune âge, et puis après, ça va les suivre quand ils vont être adultes. Tout à fait. Les parents devraient se poser des questions quand même. Ouais, mais t'inquiète pas, ils t'en feront d'autres avant, ils t'en feront d'autres enfants, oui. C'est vrai que c'est quand même un petit peu embarrassant. Imagine qu'en fin de compte, t'as le petit Kevin qui est en train de pisser dans la piscine municipale et qu'en fin de compte, justement, il y a le fameux produit qui te fait une mare rouge tout autour. La photo a été prise quand il avait 7 ans et qu'est-ce qu'on a ri quand Kevin a pissé dans la piscine. Kevin a maintenant 25 ans. Et il cherche du boulot. C'est ça, quoi, voilà, imagine. En tant que technicien à la municipalité. Ouais, c'est ça. Il veut être le surveillant de la piscine en question. C'est toi qui as pissé dans la piscine, petit con. Ouais, bon, enfin voilà quoi. Ouais. Bon, tout de suite, la rubrique des chats écrasés, c'est l'actualité. À vous, Cognac, l'actualité. Et l'actualité, le Tux, tu vas nous attaquer. Oui, tu vas attaquer avec une attaque de données concernant encore après les mutuelles, après Free, un autre organisme, une autre société. Dis-nous tout. Oui, en fait, en début de semaine, donc
la semaine dernière, c'était les mutuelles, 33 millions de Français concernés. Et moi. Ce week-end, c'était Free. Alors là, je sais pas exactement combien de milliers de personnes concernées. J'ai pas reçu de mail de la part de Free. C'est bizarre ce truc-là. Bah, c'est que tu dois pas être concerné. C'était une petite attaque. Hein. Il y avait pas, c'était quelques centaines de milliers, je crois. D'accord. Donc c'était pas très gros, c'était pas très massif. Mais bon, voilà. Et ben, au début de semaine, c'est la CAF qui a eu le droit à un vol de données avec, je crois, quelques millions. D'accord. Ouais, 1 ou 2 millions, je crois, de données qui sont parties dans la nature. C'est pas la CAF qui permet de connaître ton revenu pour calculer tes droits, justement, derrière? Si. Ah ouais, Alors, recoupé avec ton numéro de sécu, c'est pas mal, ça. Vous dire exactement ce qui a été volé, a priori pas de données bancaires, mais par contre, je serais pas étonné qu'il y ait numéro de téléphone, adresse mail, etc. Donc, attention, chers auditeurs. Dans les jours prochains, quand vous recevrez des mails, des vos SMS, des droits appels, viennent d'être expirés. Merci de renouveler vos droits sur le site cafonline.fr. Voilà, donc voilà. Non, faites pas CAF Online, ça n'existe pas. si, attends, je viens de le créer. Ah oui, pardon. Oui, donc en fait, Cédric a besoin d'un peu d'argent. Oui. J'en fais l'isolation de ma maison, s'il te plaît. Donc au lieu de faire un litchi ou un patron, c'est ça. Bah, il a fait un site CAF Online. Non, donc plus sérieusement, attention toutes aux mails ou aux SMS ou voire même aux appels téléphoniques que vous pourrez recevoir de ces organismes-là, donc la CAF, de vos mutuelles ou de Free. Et si vous avez un doute, allez directement taper dans votre navigateur l'adresse officielle. Donc pour la CAF, c'est caf.fr, pour Free, c'est free.fr. Puis les mutuelles, bon après ça, je connais pas vos mutuelles, donc vous regarderez sur votre carte tiers payant. Votre carte tiers payant, vous avez certainement l'adresse mail de votre le site web de votre mutuelle. Mais ne répondez surtout pas ou ne cliquez pas sur les liens. Quoique si, vous pouvez cliquer sur les liens, mais remplissez pas les formulaires des sites sur lesquels ils vous renvoient. Voilà, un petit point de vigilance. Ouais, c'est clair. Steve, il y a d'ailleurs une CAF en Belgique. Ça se passe comment pour avoir des sous? Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est la caisse d'allocation familiale chez vous, c'est bien ça, hein? Ça s'appelle comme ça. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, nous, on a ça aussi, hein, rassurez-vous. Donc Gwendoline, par exemple, elle profite d'une caisse d'allocation familiale pour 8 enfants, donc ça existe bel et bien. Mais la question que je me posais par rapport à tout ça, c'est que quand en fait on a des organismes officiels qui se font comme ça alpaguer, pirater, etc., comment est-ce qu'en fin de compte on détermine la responsabilité? Est-ce que c'est le pirateur, en tout cas le hacker, qui est responsable d'avoir volé vos données, ou est-ce que finalement c'est un organisme de l'État qui en fin de compte vous impose des grosses merdes de protocoles qui en fin de compte tiennent absolument pas du tout la route et qui s'excuse, désolé, on a été piraté, est-ce que c'est pas eux qui sont responsables finalement? C'est la question que je me pose. Et c'est pas eux qui devraient normalement trouver le moyen de résorber ce problème de façon à dire, écoutez les gars, vous faites pas alpaguer, évitez de vous faire... ne comptez pas sur la librement Linux pour vous dire, attention, hein, on s'est fait pirater. Avec le RGPD, il y a une obligation des organismes ou des sites ou des banques de données piratées d'informer les gens qui ont été impactés. D'accord. Ça, c'est le RGPD qui l'impose. Après, derrière la responsabilité du vol de données, alors là, le problème, c'est très compliqué. Problème. C'est très compliqué parce que les hébergeurs ou les prestataires techniques se déchargent en disant que le responsable des données, c'est le client final. C'est lui qui commande tel et tel prestataire. Okay. Donc le gestionnaire de données, dans tous les cas, c'est lui. Et lui, donc la CAF, ne peut qu'accuser ses prestataires de manque de conseils, c'est tout. Ils peuvent pas aller plus loin légalement, sauf si le contrat est mal ficelé, mais généralement les contrats sont assez bien ficelés là-dessus. Donc en fait, la responsabilité n'en revient que à la CAF. Après,
Aujourd'hui, j'ai envie de dire, légalement, j'ai pas vu une entreprise qui attaquait une autre entreprise ou un particulier qui attaquait une entreprise parce qu'elle s'était fait pirater et qu'il y avait des données individuelles qui étaient parties dans la nature. J'ai jamais vu ça. Ça veut dire, et moi, j'ai l'impression que ça veut dire que en fait tout le monde s'en fout. Ça va rentrer dans les mœurs. C'est ça. Ah oui, tiens, tu t'es fait encore pirater. Ouais, tu t'es fait pirater. Ok, très bien. C'est ça. Alors, voilà, la torpille est lancée. Hein. Je apporte une petite précision. Donc la CAF, c'est 600 000 allocataires qui ont vu leurs données partir sur le dark web. Quant à Free, à part que c'est un énorme vol de données, il donne pas de chiffres. Ah oui, d'accord. Tu m'étonnes. Mais aujourd'hui, on en est désabusé. Toi, là, j'ai un mail qui j'ai toujours pas ouvert parce que j'ai envie de passer à autre chose. Bon, tu vas me dire, c'est absolument rien. Mais là, je vois un mail de Flunch, donc c'est rien. Hein, c'est un restaurant, etc. Il faut absolument changer votre mot de passe. Mais pourquoi? Parce que tu t'es fait attaquer? Parce que tu veux m'imposer un changement de mot de passe tous les 6 mois? En fait, au niveau de la sécurité, les gens commencent à être blasés. Ils en ont plus rien à foutre, quoi. Ouais. Voilà. On va rentrer dans un cycle où, de toute façon, avec les mutuelles, 33 millions, et il y a personne qui bouge, il y a personne qui vrille, tout va bien. Ouais, continuons. Après, ça pose la question aussi de, là, la CAF, on n'a pas trop le choix, mais quelles sont les données personnelles qu'on donne à ces différents sites et organismes? Non, il y a une autre problématique. Alors, que tu sois obligé, par exemple, les impôts, que tu sois obligé de leur donner tes revenus, etc., c'est une chose. De là... non, tu leur donnes plus, maintenant ils vont le chercher. Oui, ils vont le chercher, ils se servent. Maintenant, ils se servent. Mais non, il y a une différence entre... En fait, c'est comme c'est comme une banque. Une banque, tu lui confies ton argent ou tes biens les plus précieux, et derrière, on s'est fait voler. Ok, d'accord. Très bien. Ouais. Non, mais je pensais, par exemple, j'ai vu une société qui vend de l'énergie qui s'appelle Eni. Quand tu installes l'application pour suivre ta consommation et voir combien tu as payé à la fin du mois, l'application, elle te demande ton âge, enfin ta date de naissance. Ah oui, parce que c'est très important sur la consommation, évidemment. Voilà, c'est ça, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'elle a demandé, quoi? Elle te posait des questions, mais on se dit, mais quel est l'intérêt non, parce qu'ils veulent faire du profilage. Ils veulent faire du profilage parce que derrière, ils veulent te vendre de l'isolation, ils veulent te vendre je sais pas quoi. Ouais, ils veulent te faire du profilage. Mais là où je veux en venir, c'est tu peux stocker des informations. Alors, normalement, tu dois stocker des informations dans un but précis. Tu ne dois pas collecter comme ça pour le on sait jamais. Le truc on sait jamais, ça n'existe plus. C'est interdit avec le RGPD. Mais tu as le droit de collecter ces genres d'informations. Mais pourquoi elles sont si vulnérables et pourquoi elles sont exposées? Exactement. C'est ça la question. Parce que moi, quand j'entre mon login mot de passe, j'ai pas accès à toutes les informations que la CAF a sur moi, tout compte fait. En fait, tu te rends compte que la CAF a des informations dont tu n'as pas accès sur le portail. Donc pourquoi ces informations sont divulguées derrière? Ouais, mais théoriquement, avec le RGPD, tu pourrais demander l'accès total aux données, l'accès à toutes les données que la CAF possède sur toi. Ouais. Mais en fait, j'ai la réponse, parce que voilà, je suis quand même un petit peu informaticien, un petit peu dans le domaine. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle derrière des API. En fait, la CAF n'est pas toute seule à gérer vos données. Elle travaille sûrement avec des tiers. Alors là, je les connais pas parce que je travaille pas avec la CAF, mais j'imagine qu'ils travaillent sûrement avec des tiers qui doivent également accéder à ce genre d'informations, à ces données. Et généralement, la faiblesse est à ce niveau-là. C'est un accès non autorisé, un accès un petit peu faible, ou quelqu'un qui s'est fait voler ses identifiants ou ses clés de connexion. Et c'est comme ça que les pirates, après, peuvent se connecter. Et on va en entendre parler, par exemple, de Microsoft. Microsoft, où il y a une news qui est tombée il y a peut-être un mois de ça. Les dirigeants de chez Microsoft se sont fait pirater leur boîte mail. Tout le monde a soufflé en disant « Ouf, tant mieux, Azure n'est pas touché. » Mais non, les gars, c'est que le début, en fait. C'est que le début. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont trouver dans les boîtes mail? Est-ce qu'ils vont trouver des accès? Est-ce qu'ils vont trouver des indices qui leur permettront après d'attaquer les plateformes Azure? On ne sait pas. Évidemment. Voilà. Donc c'est et je me souviens au début qu'Internet, je commençais à toucher un peu Internet, donc c'était dans les années 90. Déjà à l'époque, on se posait la question à savoir comment on pouvait se protéger d'attaques, etc. Le seul moyen de se protéger d'une attaque, c'est de mettre des données sur un ordinateur et de couper le réseau. Voilà, ça c'est la meilleure protection. Et en effet, il faut se poser la question, est-ce que des données sensibles ne mériteraient pas d'être isolées, justement? C'est à méditer.
à méditer. Il n'y a pas une place du ministère de l'Information, de l'Informatique ou un truc comme ça dans votre gouvernement en France? Non, on a une agence nationale, l'ANSSI, qui est là justement, notamment pour les organismes publics, mais également des fois qu'il y a des coups durs dans le domaine privé. Donc l'ANSSI intervient au niveau sécurité, pour déjà pour donner des conseils déjà. Alors ça c'est pas en temps de crise, mais pour donner des conseils. Et en tant que crise, faire le nécessaire pour isoler, protéger, tracer et également remonter, puis remettre en place le système d'information. Donc, Putain, ils sont compétents chez vous, il n'y a rien à dire. Hein. Donc, entre autres, il y a l'ANSSI, puis après, si l'ANSSI, ça les intéresse pas pour X raisons, ils peuvent rediriger vers d'autres prestataires qui peuvent le faire. Ouais, plus Atos maintenant. Arrête de leur taper dessus. En plus, moi, je vais me faire taper dessus derrière. Non, le gros problème d'Atos actuellement, c'est que ils ont loupé le virage du cloud et ils sont trop dans le pilotage de systèmes informatiques pour les clients, mais pas en version cloud. Donc, c'est là où le bas blesse. Et là, ils sont en train de se faire allumer par Azure et Co. Et c'est pour ça qu'ils sont très mal. Bon, bref. Oh, ils sont en train de mourir, quoi. Ouais. Ils ont essayé de scinder, ils ont essayé de sauver la partie qui pilote tout ce qui est centrale nucléaire, super ordinateur. Donc là, c'est resté Atos. Et l'autre partie qui était justement l'infogérance, ils l'ont renommé en tant qu'Eviden. Mais c'est pas évident pour eux. Voilà. Ça, c'était le jeu de mots pourri. Allez, on va passer à la suite si vous voulez bien. On va parler de serveurs web, de serveurs qui diffusent des pages web. Et le moteur s'appelle Nginx. Oui, Nginx. Pardon. Donc en fait, derrière Nginx, il faut savoir que depuis 2019, il y a une société qui s'appelle F1 Network qui a racheté la société qui gérait ce logiciel, ce logiciel de diffusion de pages web. Pour rappel, Nginx est un moteur open source, donc ça posait pas plus de problèmes que ça du moment où il restait open source le produit. C'est ça, tout à fait. Sauf que, F1 Network est une société d'origine russe, je crois. Non, c'est Nginx qui était F5. Oui, c'est américain. Ah, c'est américain, d'accord. Ouais. Parce que je croyais qu'ils avaient des bureaux, comme ils avaient des bureaux en Russie, je me suis dit qu'ils étaient aussi... Non, c'est américain, F5. Donc c'est américain. Oui, Nginx, les deux développeurs principaux sont d'origine russe. Oui. Et donc je rattrape. F5, derrière eux, l'open source, ils en ont un peu rien à faire. C'est surtout ce qui les intéresse, c'est le pognon. Et donc, depuis 2024, donc depuis le début de l'année, ils se focalisent pour essayer de vendre une version de Nginx à leurs prestataires, et pour justifier d'acheter cette version, ils vont délaisser un petit peu la version open source. Notamment sur les questions de sécurité. Alors, derrière un des créateurs qui s'appelle Maxime Dunning, je sais pas comment on prononce, Dunin en français on dirait, mais Dunning on va dire en anglais, a lancé un nouveau projet depuis le 14 février, qui s'appelle Free Nginx, et qui sera garantie, sans intérêt par rapport au marketing et donc au marché, essayer de vendre la solution. Donc en fait, l'ancien développeur quitte les intérêts de F5 et fait un fork. C'est ça, il fait un fork et derrière, il espère que la communauté va pouvoir s'intéresser à son produit pour migrer, et voilà. Alors après, moi je voulais juste signaler, il y a un autre serveur, peut-être un peu moins rapide, un peu plus lourd et tout ça, c'est Apache, qui marche très bien depuis des années aussi. Si c'est vrai que c'est la guéguerre, et beaucoup de jeunes développeurs ou de sorties d'ingénieurs en effet sont concentrés sur Nginx, et quand on les parle d'Apache, ils savent même pas de quoi on parle. Mais c'est vrai, alors c'est pas Apache, c'est Apache HTTPD exactement, le serveur web, parce que autrement t'as l'organisation Apache qui est encore autre chose. Et c'est vrai que les gens sont étonnés que Apache sait faire énormément de choses, et même peut-être un petit peu plus que Nginx. Alors sauf que moi
moi j'en avais discuté à un moment donné avec des développeurs qui me disaient qu'ils joueraient que par Nginx, parce que Nginx c'était super rapide, c'était super léger, alors que Apache était lourd, c'était lent, et voilà. Je sais pas au niveau des benchmarks aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, j'ai pas regardé. Je sais pas si toi t'as des infos là-dessus. Non, j'ai pas fait de benchmark, j'ai pas vu forcément de retour, mais tu te bases, enfin il faudrait gérer un site comme Facebook, je pense. Moi c'est pas le cas, hein. J'ai plus de 650 sites là en gestion et j'ai pas de souci à ce niveau-là, donc on est tous sur du Apache, donc tout va bien. Moi je suis sur Apache, j'ai pas de problème. Bon, très bien. Ben, on va continuer à faire du Apache. Avec du Apache, vous pouvez faire du reverse proxy, évidemment, avec Nginx aussi, mais vous pouvez mettre des modules de SSO, vous pouvez faire du NTLM si vous êtes sur du Microsoft, enfin, vous pouvez faire plein de choses, du filtrage IP, et c'est pas mal documenté, ouais. Et puis c'est simple, si vous avez 500 visites par jour sur votre site, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de vous prendre la tête avec autre chose. Voilà, Apache HTTPD. Bon, ben merci en tout cas pour cette info. Au moins, ça donne de l'eau au moulin. F5 Networks, donc c'est la société qui font également. Elle est hyper connue, notamment pour son système de routeur matériel dans les entreprises et dans la fonction publique, et notamment avec leur solution Big IP, qui est la solution de VPN. Voilà. Bref. Très bien. Eh ben, on peut enchaîner. Steve, on t'a perdu là. Non. En fait, j'étais en train d'écouter le blanc et je me dis, il va falloir que tu es là. Non, il n'y a pas de blanc. Le Tux, dernière news concernant Google qui tente de séduire des utilisateurs abandonnés. Comment ça, il y a des utilisateurs abandonnés ? Non, j'ai pas lu le titre jusqu'au bout, rassure-moi. C'est ça. Non, en fait, on en a déjà évoqué plusieurs fois le sujet, c'est que vous savez tous que, par exemple, Steve, je suppose que tu es encore sous Windows 10. Ouais, je viens de migrer à peine parce qu'avant j'étais sur Windows 7. Non, je déconne, c'est pas vrai. Windows 10 va s'arrêter en octobre 2025. Oui. Et après ça, l'année prochaine, c'est bon, ça va, ça passe. Voilà. Donc le problème, c'est que il y a encore beaucoup de PC en Windows 10 et ils ne pourront pas passer à Windows 11 parce que Windows 11 a des exigences matérielles qui sont tellement élevées que ça va laisser beaucoup de PC sur la touche. Alors ça donne des idées à plein de gens pour se dire tous ces PC, ces vieux PC qui vont pas passer à Windows 11, on va essayer de les récupérer et de leur proposer notre OS. Et c'est là que Google arrive et qu'ils disent moi aussi j'ai un OS qui s'appelle Chrome OS, et en fait on a une version qui peut s'installer sur les PC parce que le Chrome OS il est fourni avec les Chromebooks, mais il peut pas s'installer sur les PC de base. Mais ils en ont sorti une version qui s'appelle Chrome OS Flex qui peut s'installer sur des PC à partir depuis une clé USB. Alors le seul truc c'est que moi je vous dirais n'allez pas sur cette version là parce qu'elle est ultra limitée. Déjà vous pourrez pas utiliser vos applications Windows ou les applications même open source que vous connaissez sous Windows et qu'on connaît nous sous Linux, ça marchera pas. Deuxième chose, c'est que derrière, vous dites c'est pas grave, Chrome OS, derrière il doit y avoir un peu d'Android, donc les applications que j'ai sur mon téléphone portable, je vais pouvoir les installer. Ah non, que nini, pas d'application Android sur le Chrome OS. En fait, vous avez accès à un store, mais avec quelques applications assez limitées, mais vous pourrez pas faire grand chose, et vous allez vous rattaché à Google, donner plein d'informations à Google entre autres, et pas faire grand chose. Donc pour moi, la véritable alternative à Microsoft ou à Google s'ils continuent dans cette voie-là, ça reste Linux. Alors vous allez me dire Linux, ouais, mais il y a quand même plein de distributions, laquelle choisir. Vous pouvez booter sur des live CD. Si vous avez réussi à mettre un Chrome OS Flex sur une clé USB, vous pourrez mettre une live CD Linux sur votre clé USB, la tester et puis l'adopter. Ou pas. Ou passer à une suivante. Mais au moins, la distribution Linux vous bloquera pas d'ici 6 mois en disant votre matériel n'est plus compatible. Parce que rien n'empêche Chrome, tout compte fait, de le faire, d'appuyer sur le bouton en disant tous les PC là qu'on a autorisés avec Flex ne pourront plus fonctionner avec Chrome. Rien ne les empêche de faire ça. D'autant plus qu'ils le font déjà avec Chrome OS. À partir d'un moment, votre Chromebook il est assez ancien, vous pouvez plus le faire évoluer en version de Chrome OS et
derrière, il y a plein d'applications que vous ne pouvez plus installer. C'est lamentable. Tout à fait. Donc, l'alternative, la véritable alternative à Windows, c'est Être Linux. libre avec Linux. C'est ça. Tout à fait. Hein, Steve? Oui, tout à fait, mais c'est vrai, mais vrai de vrai, vraiment. Et juste une petite parenthèse, Droit au dans cas les où, yeux. oui, mais vraiment, regardez-moi dans les yeux quand je vous le dis. Si jamais vous avez un doute quant à savoir ce que c'est effectivement que l'univers Linux, sans trop savoir vraiment, moi je vous conseille ce site qui est plutôt intéressant. Je le vois souvent passer. Je n'en fais pas du tout la publicité. Je suis pas du tout non plus sponsorisé par eux. Ça s'appelle DistroC, donc distro comme distro et C comme la mer, SEA. Et en fait, ça se tient en un mot. Et ce site en question, ça vous permet simplement de lancer depuis votre page internet n'importe quel OS dont il dispose naturellement. Enfin, quand je parle de OS, je parle de distribution Linux bien sûr. Et ça va vous donner simplement un petit coup d'œil, parce que c'est vrai que si vous devez vous mettre à télécharger l'ISO, le caler sur un live CD, enfin sur une clé USB pardon, et le lancer en live, fatalement ça risquerait quand même d'être un peu chronophage. Donc tant qu'à faire, si vous avez un doute ou quoi, n'hésitez pas à passer par là. Sait-on jamais, ça peut vous faire gagner un peu de temps pour vous donner après une petite idée de ce que c'est qu'effectivement l'univers Linux, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, après, moi, Jetez-vous à la mer au bout d'un moment, sans jeu de mots. Enfin, faut y aller, il faut franchir le pas, là. Ouais, c'est Arrêtez de ça. tourner autour du pot, quoi. La couleur de la voiture, Ouais. on s'en fout royalement tant qu'elle roule. Après, il y a des distributions Linux qui ont essayé de pas trop dépayser quand on vient de Windows, Bien sûr, en bien sûr. reprenant une IHM quasi équivalente à ce qu'on retrouve dans Windows 10. Bien sûr, tout à fait. Donc, Tout à fait. par exemple, il y a Mais Zorin. moi, je veux l'interface l'IHM de Windows XP. Il faut que je choisisse quelle distribution Linux. Xubuntu. Xubuntu, d'accord. Je sais pas, j'ai ça comme ça. XSUB. C'est ça. Je dis ça comme ça, mais j'en sais rien du tout en fait. Non, mais il y en a. Quand tu parles de ça, je crois qu'il y a une distribution qui avait repris le thème de XP à un moment donné. Très bien. Je sais plus laquelle c'est. Ça. Il faudra Bon, que je retrouve évidemment, ça. il y en a un qui va enquiller sur Windows 3.11. On est d'accord. Allez, on va partir sur les sorties de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Et c'est même pas les sorties de la semaine, c'est la sortie de la semaine qu'il faut noter sur vos tablettes. Elle est tellement Ouais. importante que le Tix va nous en parler. Pardon. Et ben cette sortie de la semaine, ce n'est pas une sortie. Et en fait, voilà. Donc, J'étais venu pour ça, bordel, quoi. C'est quoi cette En fait, émission cette semaine, il n'y a pas de sortie. Il y a certains qui m'ont soufflé l'idée qu'il y avait une nouvelle version de Debian. Non, 12.5. c'est pas vrai. On m'aurait Non, menti. mais en fait, Debian 12.5 n'est pas une nouvelle version de Debian. Alors c'est quoi Ce n'est cette juste connerie? Une ISO Ouais. qui intègre les dernières mises à jour qui ont été distribuées à travers les dépôts dans l'ISO pour que quand vous les installez, vous n'ayez pas à faire un upgrade, pardon. D'accord. Et voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. Donc, Il y a ce juste que t'es des en train de dire- corrections de bugs, D'accord. de vulnérabilités et autres dans certains paquets qui ont été directement intégrés dans l'ISO. Donc ce que tu es en train de dire, ce qu'on télécharge sur le site de Debian ou qu'on sort, qui est tagué 12.5, est simplement un cumul des patchs correctifs que le système se mettrait à jour si j'avais déjà installé la version 12, c'est ça? Tout à fait. D'accord, donc si j'ai déjà Debian d'installer, ça sert à rien d'installer la Debian 12.5. Non. Par contre, inversement, si je veux tout de suite installer Debian, autant installer la Debian 12.5, ça évitera de télécharger un torrent de mise à jour. Voilà. Très bien. Et ben voilà, c'est clair au moins. C'est parfait. Et on va passer sur la sécurité maintenant. Librement Linux, Votre Logitech a été mise à jour avec succès. la météo sécurité. Yes, et ça fait 2 semaines que je vous l'annonce. Enfin, on va pouvoir parler de la sécurité. Et quelle sécurité! Alors, je suis en train de me tâter le hâte depuis tout à l'heure pour savoir si je vous la fais vraiment hyper technique, histoire de faire fuir tout le monde, ou si j'essaye de le simplifier. On va faire un mix entre les deux. En fait, les 30 premières secondes vont être très chiantes parce que je vais être très technique. Après, on va essayer d'alléger tout ça. Alors, je suis tombé sur un rapport de sécurité qui rapporte que il y a plusieurs vulnérabilités dans la pile réseau du projet EDK2. Ça y est, j'ai perdu tout le monde, c'est parfait, très bien. En fait, c'est le projet EDK2, c'est une infrastructure qui est largement employée par les fabricants d'ordinateurs pour développer leur micro-logiciel UEFI.
Ah, ça y est, il y en a qui lèvent l'oreille, là. Ouais, UEFI. ça y est. Ça y est. Ah, tiens. UEFI, Unified Extension Firmware Interface. En fait, c'est le truc qui remplace le BIOS. Vous savez, le truc qui permet de démarrer l'ordinateur, qui essaye de regarder où sont les disques durs, machin, puis de passer la main à l'OS, au système d'exploitation. Et ben voilà, c'est remplacé par l'UEFI. L'UEFI, en fait, c'est à la fois ce qui permet de faire démarrer l'ordinateur, quand ça vous affiche le logo de l'ordinateur, qui commence à précharger des pilotes, ouais, j'ai bien dit précharger des pilotes, et le truc est tellement invasif qu'il va essayer de se charger également en mémoire pour passer la main au système d'exploitation, et le système d'exploitation peut continuer à dialoguer avec l'UEFI. Un gros bordel qui s'incruste de partout. Et tant qu'à faire, je vous ai dit plusieurs vulnérabilités, et ben il y a 2 vulnérabilités qui affectent la génération de nombres pseudo-aléatoires sur la couche IP et TCP. Concrètement, votre connexion au réseau comporte des trous de sécurité où on peut altérer également le trafic réseau, donc on peut insérer du code malveillant. Bref, que nous conseille le CERT, donc l'organisme qui nous alerte sur ces problèmes de sécurité. Ils sont très malins, eux. Mettez à jour les firmware UEFI. Ouais, non, mais quand ma machine a 5 ans et le constructeur a décidé de plus mettre à jour le BIOS, enfin l'UEFI, ben voilà, on l'a dans l'os. Autrement, qu'est-ce qu'ils disent? D'activer le Secure Boot. Alors, le Secure Boot permet de dire à UEFI, ok, il y a un système d'exploitation qui vient de s'installer là, ok, très bien. Sa clé d'autorisation, c'est celle-ci. Est-ce que vous voulez réellement qu'on boot dessus, oui ou non? Et en fait, voilà, ça va stocker cette clé dans l'UEFI pour que les fois suivantes, on ne démarre que sur ce système d'exploitation. Pour certains, c'est très chiant ce truc, parce que quand on veut essayer d'autres systèmes d'exploitation, ça démarre plus, parce que la clé est plus dans l'UEFI. Et également, ils nous demandent, alors là, ils sont très 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 malins, mais je pense qu'ils savent pas ce que c'est la vie en entreprise, d'activer la fonctionnalité d'anti-rollback des mises à jour. En fait, c'est de dire, ok, vous avez mis à jour l'UEFI, très bien, maintenant il faut activer le système, s'il existe, et là, déjà, on a perdu les 3/4 du parc informatique, d'éviter de rétrograder la version de l'UEFI pour éviter de retomber dans une vulnérabilité. Sauf que ça, je l'ai pas vu, jusqu'à présent. Voilà. Et, évidemment, de sécuriser les réseaux utilisés, donc d'éviter d'exposer le PC sur Internet ou où que ce soit. Bref. C'est très marrant comme news, ça. Non? Je vous ai tous perdus. Steve, tu vas activer ton système anti-rollback sur ta machine? Non, mais là, je suis en train de surtout m'activer 2-3 dafalgan, là, parce que là, voilà. J'en peux plus. Non, y a mais personne qui a quelque chose en intraveineuse, un Red Bull ou quoi, qui traîne, là. L'UEFI, concrètement, tous les PC modernes l'utilisent. Et on se rend compte qu'il y a des gros problèmes de sécurité. Donc, on avait dit, ouais, l'UEFI va tout arranger. Ne vous inquiétez pas, on va remplacer le BIOS par l'UEFI et tout sera sécure. Et 10 ans après, voire 15 ans après, ça fait combien de temps qu'on en parle de l'UEFI? Peut-être 15 ans ou 20 ans. Ouais. On n'a pas les mêmes problèmes que le BIOS, mais on a autant de problèmes et assez critiques. Ouais, et plus d'emmerde parce que dès qu'on veut activer le Secure Boot, toutes les couches sécurité, tout ça, quand on est sous Linux, on est quand même assez emmerdé. Faut dire ce qui est. C'est clair. C'est clair. Et puis, je voulais rebondir. Tu disais 50 mises à jour sur les BIOS. Ouais. Moi, je dirais 1 an et demi. Putain. Sobriété numérique, je crois que c'est un mot que personne ne connaît. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que vous achetez un nouvel ordinateur, il y a plein de trucs préinstallés pour monitorer le système, pour vérifier la vitesse de rotation de vos ventilateurs, la température, le clavier, j'en sais rien. Et en fait, vous vous rendez compte, tous ces logiciels-là, ils sont maintenus que pendant 1 an. 1 an après, vous essayez de les mettre à jour, il n'y a plus de version. C'est vrai. Oui. Donc moi, la première chose que je fais, c'est de désinstaller tous ces trucs-là parce que ça me gave, déjà, et d'utiliser des outils open source qui permettent de faire la même chose quand ils s'appuient, quand ils peuvent, quand ils ont les sons de moniteur pour le faire. Mais mon coup de gueule, c'est ces fabricants qu'ils arrêtent de fournir des logiciels qui maintiennent pas, quoi. Ça leur rapporte trop d'argent. Je sais pas, je sais pas si ça leur rapporte de l'argent, parce que ils mettent des gens à développer des trucs, et au bout d'1 an, on passe sur un nouveau logiciel.
qui ne servira à rien, parce qu'au final, qui est-ce qui les regarde? Si, parce que en tout cas, je me rends compte que si tu mets pas ces fameux programmes qui clignotent dans tous les sens, qui fait des graphes, des jolis graphes, etc., tu te rends compte en discutant avec les autres, ils te disent, mais il y a pas le programme là qui permet de voir la courbe de la vitesse de rotation du ventilateur. De quel ventilateur? De ton CPU, c'est ça? Non, de mon alimentation. Pardon. Voilà, ils valent le graphe qui affiche la vitesse de rotation du ventilateur de l'alimentation. Bon, bref. Et quand tu leur fournis ça, et celui du CPU, mais putain, c'est pas possible. Bref. On passe au dossier? Yes. Oui. Let's go. Let's go. Librement Linux, le dossier. Vous prenez un petit peu de jeu, vous prenez un petit peu de Linux, vous mélangez le tout, et là vous dites, merde, il me faut un launcher. Merci Steve de nous éclairer là-dessus. Ouais, aujourd'hui c'est un petit peu c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui on a toujours tendance à se dire ouais, OK, Linux machin, c'est plus pour les nerds et compagnie. Moi en tout cas, l'unique raison pour laquelle en fin de compte j'étais littéralement séduit par Linux, c'est effectivement parce que la scène du gaming est en pleine expansion et que sur les 100 jeux qui me font bercer en tout cas ces 10 dernières années, en fin de compte, sur ces 100 jeux, il y en a quand même une bonne grosse poignée qui sont vachement plus performants. Mais quand je dis plus performants, c'est que je gagne vraiment 10% de performance supplémentaire par rapport à Windows. Mais ça, de toute façon, je vous en avais déjà parlé, et puis en même temps, vous avez pas mal de vidéos qui traitent à ce sujet. Alors fatalement, la grosse question, c'est ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il y a comme launcher? Parce que sur le coup, déjà, il y a qu'un seul launcher qui, en mon sens, est certainement le plus populaire, le plus répandu, et celui que vous connaissez tous, c'est le launcher Steam, parce qu'il n'existe pas que uniquement sur Windows. Il existe sur toutes les distributions, sur quasiment toutes les distributions de Linux, et puis de toute façon, dans le meilleur des cas, il se trouvera littéralement dans sa Logitech, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc Steam, vous avez compris, ça va vous permettre de lancer vos jeux qui sont dans votre bibliothèque Steam, et en plus de ça, Steam s'occupe d'assurer la surcouche Proton, donc no problemo, 80% de la bibliothèque complète de Steam est totalement jouable, et puis voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, je vais juste apporter une petite précision pour ceux qui ne savent pas. Proton, c'est la couche Win qui va permettre d'émuler, c'est pas un émulateur, qui va permettre de fonctionner des logiciels, et donc là, dans l'occurrence des jeux, Windows sous Linux. C'est vrai, tout à fait. Donc, et généralement, ça les fait fonctionner mieux. Généralement, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour Steam. Et puis alors, bien évidemment, vous avez d'autres acteurs qui sont tout aussi... Enfin, en mon sens, c'est mon avis personnel, naturellement, ça n'engage que moi quand je le dis, mais un des autres acteurs très importants, en tout cas à mes yeux, c'est Lutris, même s'il n'est plus aussi bien suivi par la communauté. Lutris, ça vous permet, en l'occurrence, non seulement de faire lancer effectivement vos jeux Steam, puisqu'en fin de compte, il contient un launcher qui vous permet de lancer vos jeux Steam, mais par exemple, vous pouvez tout aussi bien aussi lancer vos jeux qui viennent de chez Epic Games, vos jeux qui viennent... Pardon ? De GOG. De GOG, effectivement, tout à fait. Vous avez aussi ceux qui viennent, par exemple, de EA Game, donc EA App, l'application d'Electronic Arts, et pour finir aussi, pourquoi pas, Ubisoft Connect, pourquoi pas. Et là, je suis d'accord avec vous, il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais tu sais, il y a un gros problème avec Lutris, vu qu'il n'est pas très bien suivi par la communauté. Moi, lorsque je veux lancer mes jeux qui viennent de ma bibliothèque Ubisoft, dans le Cululu, moi, je peux pas jouer à Assassin's Creed ou des trucs comme ça. » C'est vrai, et on en a parlé justement avec le Tux il y a quelques semaines de ça. En fait, vous avez tout simplement une petite astuce de ce côté-là, c'est que vous allez tout simplement dans les paramètres avancés de votre vignette Ubisoft Connect par exemple, bien évidemment avant de l'avoir lancé, et vous allez tout simplement désactiver eSync et fSync. Ce sont ces deux éléments-là qui, en fin de compte, vous empêchent de faire cette espèce de mise à jour pour que votre launcher Ubisoft Connect ou EA App puisse trouver déjà, pour commencer, l'application à jour, et en plus de ça, après vous permettre de pouvoir lancer votre launcher, et puis voilà quoi. C'est simplement ces deux éléments-là, eSync et fSync, qui va vous permettre de contourner ce petit moyen de pouvoir faire cette mise à jour de lanceur, et c'est tout. Donc et en fait, Lutris c'est très flexible dans la mesure où tu sais le configurer. Ah oui, tout à fait. Et c'est ça qui est vraiment bien aussi, c'est que de toute façon, vous pouvez carrément personnaliser, configurer, et au même titre, exploiter éventuellement les couches Proton qui sont déjà proposées par Steam. Vous pouvez éventuellement aussi les retrouver avec justement tout un panel de dépendances Wine, parce que Lutris a effectivement ce côté un tout petit peu plus complet, j'ai envie de dire.
tout en restant très technique aussi par la même occasion. Donc c'est vrai que là ici je vous envoie une petite torpille avec une petite astuce pour vous permettre de contourner ça, mais j'avoue c'est vrai. Ça correspond à quoi eSync et F-Sync? Alors c'est une excellente question. J'en sais rien. Ça s'écrit comme ça. eSync, c'est I-S-I-N-C, c'est ça? I-S-I-S-Y-N-C-H pour eSync et F-Sync c'est F-S-Y-N-C-H bien évidemment. Alors qu'est-ce que c'est exactement? J'en sais que je vous avoue franchement que j'ai pas été plus loin pour le chercher. J'ai fait quand même énormément de recherches pour en tout cas comprendre pourquoi il y avait des blocages comme ça qui nous empêchaient de pouvoir non, parce que, en fait, ma question c'est pourquoi ils sont actifs? Parce que par défaut, s'ils ouais, servent à rien, on a qu'à les virer. Non, en fait, ils servent à rien. En fait, ils ne servent à rien que pour ces deux launchers-là. Donc, pour Ubisoft Connect et pour EA App, en tout cas, dans mon expérience de gamer sous Linux, c'est vraiment que dans ces deux cas de figure-là que malheureusement, ils posent vraiment problème. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que finalement il y a du Visual C++ qui est exploité par ces launchers et qui fait que j'en sais rien. Je dis peut-être des bêtises, mais il y a peut-être quelque chose qui empêche que ça aille plus loin. Mais il y a que ça. Et c'est pour ces deux exemples-là. Hein. C'est pour ces deux launchers qui risqueraient de vous poser de problèmes et qui franchement pourraient gâcher votre expérience de jeu Linux. Voilà quoi. Et ça pose des problèmes pour les mises à jour, c'est ça? Ou pour simplement l'installation même aussi? Non, pour l'installation même, pas de problème. C'est dès que l'installation est terminée, c'est pas la peine de lancer automatiquement. Vous fermez l'installation via donc quand l'utilisateur vous dit voilà c'est terminé, l'installation est terminée. N'appuyez pas sur le bouton lancer. Fermez simplement cette petite fenêtre contextuelle. Allez simplement faire une petite modification dans les paramètres avancés donc en fait clic droit configurer, vous allez jusqu'à l'onglet c'est options de l'exécuteur, voilà c'est ça, et donc de là vous allez trouver effectivement ces deux petites options à décocher et puis voilà quoi. Et c'est que pour ces deux jeux, ces deux lanceurs Ubisoft et EA App, voilà tout simplement. Voilà. D'accord. Bon, ok. Voilà. Et puis alors vous avez un dernier acteur, en tout cas moi je l'estime en tout cas prendre de plus en plus d'ampleur parce que finalement il est très suivi, il a énormément de mises à jour qui se fait, c'est Heroic Games Launcher qui en fait à la base vous le connaissez aussi parce qu'il est disponible aussi sur une version Windows, mais en fait lui il a cette chance de pouvoir intégrer Epic Games, GOG et ici dernièrement Amazon Game. Donc et Prime c'est un projet Game, open source. Et c'est un projet open source. Tout à fait, exactement. Voilà. Et lui il est disponible sous Windows. Exactement, oui, c'est ça. Et il marche mieux que le launcher officiel. Ouais, sur Windows, il fonctionne bien mieux, Heroic Game Launcher, que le launcher Epic Games. Epic Games Store, ok. Ouais, okay. Tout à fait, voilà. Waouh, ok. Alors, à noter ceci quand même, et je vais terminer ceci en précisant un truc, c'est que je voulais simplement rappeler ceci, c'est que donc il y a eu le Games Award en novembre 2023. Le Games Award, c'est quand même en tout cas une pléthore de jeux qui ont été nominés comme étant les meilleurs jeux, etc., etc. Ça, je vous l'apprends pas. Imaginez tout simplement que dans cette liste de jeux qui ont été nommés et qui ont 80% de ces jeux fonctionnent nickel sous Linux. 80%. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi les 20 autres pourcents? Soit c'est parce que c'est un petit souci de développeur, soit parce qu'en fin de compte, ils sont pas disponibles day one, parce qu'il y a encore peut-être besoin de peut-être ajuster 2-3 petits paramètres dans les couches Proton. Et puis, il y a aussi tout simplement parce qu'il y a ce fameux anti-cheat qui reste un problème immense pour en tout cas les joueurs qui souhaitent jouer en multi sous Linux. Donc l'anti-cheat, c'est simplement l'espèce de programme qui considère que chaque joueur sous Linux actuellement est considéré comme un potentiel tricheur et donc fatalement vous pouvez pas jouer sous Linux avec votre jeu. Voilà. Alors pour ceux qui veulent jouer, savoir si leurs jeux Windows sont compatibles Linux, il y a un excellent site qui s'appelle ProtonDB qui permet de voir le score de compatibilité de son site. Aujourd'hui, quand on voit la base, elle est assez immense, la base de données ProtonDB, et sur cette base de données, il y a quand même une bonne partie qui sont compatibles. DB comme database, hein, donc voilà, ProtonDB, database, ouais. Voilà, site protondb.com. Voilà, donc moi je vous invite à aller regarder, et puis même des fois il donne des astuces pour faire fonctionner le jeu quand il y a besoin de toucher un petit peu à la config de son Proton ou de son Wine pour faire fonctionner. Je veux rajouter également, il y a la plateforme itch.io qui propose des jeux indépendants cette fois-ci qui sont compatibles avec Linux. Voilà, si vous voulez découvrir des
d'autres titres que ceux que proposent les plus grands, etc. Donc voilà, sont tous compatibles sous Linux. Voilà, ils sont dédiés. Et également la plateforme GOG, mais voilà, il y a des problèmes de compatibilité pour certains jeux. La particularité de GOG, c'est que les jeux sont sans DRM. Oui, voilà, tout à fait. Et vous savez qu'il existe aussi des jeux open source Linux. Oui, certains. Malheureusement, On fera pas un assez dossier connus. dessus Ah oui, ça serait bien, une fois pour parler un petit peu de ces jeux qui sont très vieux, parce qu'il y en a certains qui remontent à plus de 20 ans de développement. Et donc ils arrivent à un niveau de maturité aujourd'hui qui est très intéressant, je trouve. Ouais, avec plaisir. Il y en a quelques-uns, ouais, c'est clair. Mais on en parlera peut-être dans un prochain numéro. Bien, merci bien pour cet éclairage, Steve. Ouais, je t'en prie. Très bien. Ben voilà. On a eu quelques retours. Non, j'ai pas préparé. C'est pas grave. Je me tais. Je me suis cru dans un autre podcast. Pardon. Non, des fois je lance des pics à un pote, tout ça. Voilà. Mais non, là, ça va pas le faire. On vous remercie pour votre fidélité. C'était Librement Linux avec Steve et le Tux masqué. Rendez-vous au prochain numéro dans une semaine à peu près. Ça vous dit, les gars? Ouais, allez, tranquille. Ouais, tranquille. On va parler de quoi? On parle de quoi la semaine prochaine? On vous dira ça la semaine prochaine. Ouais, peut-être de open source, de Linux, je sais pas, un truc comme ça. Ça me tente bien. Allez, ça marche. Pour changer, on pourrait dire du mal des GAFAM, non? Ah ouais, Ah, bah, je allons-y. viens alors. Allez, je viens. alors. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, je crois. Ouais, c'est clair. Ben, profitez des vacances si vous êtes en vacances. Quoique, si vous êtes en vacances avec les gamins, ça va être compliqué, je sens. Non, alors pas bonnes vacances. Rendez-vous au prochain. Travaillez bien. Oui, travaillez bien, voilà, c'est ça. Allez au boulot. Bon, en tout cas, rendez-vous au prochain numéro. On vous souhaite une agréable semaine. Bye bye, les gars. Bye. Salut tout le monde. Et Maurice, il parle pas. Mais vous attendez une blague, mais j'avoue franchement que j'en ai pas une seule pour cette fin de générique. C'est un truc de fou. Mais C'est vrai, j'en ai une, moi. Tiens, écoute. Ah. Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Windows Vista, allez hop, j'y vais. Ah non, c'était XP ça. XP, je crois bien, oui. Ouais. XP.